tout d'abord, bonjour, merci d'être venus nombreux pour cette présentation qui va en quelque sorte correspondre à un panorama des découvertes de Lavaux, à la fois des données de terrain et puis de nouvelles données qui seront permises par l'analyse des mobiliers découverts au C2RMF. Et ça, c'est François Mirambec qui vous en touchera quelques mots. J'ai à mes côtés Émilie Millet, qui était mon adjointe sur cette fouille et qui s'occupe plus particulièrement de l'étude du mobilier métallique et de la parure et du costume. Alors, la tombe de Lavaux, elle fait partie d'un groupe limité de sépultures fastueuses du nord de la Bourgogne et du sud de la Champagne. Vous l'avez sur cette carte. Vous connaissez sans doute la tombe de Vix, l'étoile rouge en bas à droite, qui était jusqu'à présent l'une des plus fastueuses connues à ce jour. Et puis la tombe de Lavaux, qui est un écho du même phénomène, quelques dizaines de kilomètres en aval de la Seine. Donc les deux tombes se trouvent effectivement en bordure du même fleuve. Et finalement, la tombe de Lavaux, c'est la manifestation la plus excentrée au nord-ouest de ce phénomène des princes celtes. Alors, Nathan l'a bien expliqué, il s'agit d'une fouille archéologique préventive qui était motivée par la destruction programmée des vestiges dans le cadre de la construction d'aménagements hôteliers. Et vous le voyez à l'image, donc une fouille de 2 hectares que nous avons menée entre octobre 2014 et avril 2015, avec beaucoup de moyens mécaniques pour une telle surface. Une fouille qui s'inscrit dans un environnement déjà densément construit, avec déjà d'autres sites fouillés anciennement, auparavant des constructions modernes. Alors, j'en viens tout de suite à l'image suivante, qui est un instantané des vestiges découverts juste après le décapage. Donc on se trouve là à la fin du mois d'octobre 2014. Vous remarquez des taches, des formes géométriques à l'écran qui correspondent à autant de vestiges anciens et pas seulement ceux liés à la tombe princière, mais il y a en réalité beaucoup de vestiges antérieurs et d'autres postérieurs, c'est-à-dire que nous avons affaire à un site archéologique à longue durée d'occupation. C'est une nécropole qui est fondée au XIIe siècle avant notre ère, donc près de 7 siècles avant le prince. Et les dernières traces d'occupation humaine remontent au 4e ou 5e siècle de notre ère, donc un millénaire et demi plus tard, pratiquement. Alors, évidemment, à l'écran, vous voyez aussi en grande partie les vestiges du monument princier. Ce sont ces très grands fossés qui forment ces deux rectangles accolés, ici et là. Évidemment, il s'agit d'un monument exceptionnel par son ampleur. Je vais y venir, en tout cas. Déjà par sa taille, on a affaire à un monument funéraire qui fait 100 mètres de côté. C'est vraiment très grand pour cette période-là. Et l'architecture est également intéressante parce qu'elle mêle de nouveaux aménagements à ceux plus anciens, donc ceux des ancêtres inhumés ici. Alors c'est la vocation de ce deuxième enclos qui se trouve côté nord. Alors vous voyez peut-être mieux sur cette image l'étendue des vestiges avec les véhicules qui circulent autour. On a l'équipe de fouilles ici à droite. C'est très grand. Et cet espace au nord, qui fait une centaine de mètres de longueur, vous voyez, accueille des formes géométriques à l'intérieur. Ce sont d'anciens monuments funéraires, en tout cas des monuments qui étaient déjà anciens au moment de la mort du prince. Il y a là une volonté manifeste d'intégrer ces monuments des ancêtres pour les mettre en valeur, pour les mettre en scène, et peut-être appuyer l'importance du prince en le mettant face à un lignage, en tout cas dans la continuité de personnages peut-être mythiques, en tout cas peut-être des héros fondateurs. Et puis évidemment on s'approche ici de la tombe princière avec le deuxième enclos qui est plus petit, environ 55 mètres de côté, qui est vraiment destiné à accueillir la sépulture, qui se trouve à peu près au centre de la tombe. Vous l'avez ici à gauche dans ce carré bleu. Et là encore, ceci intervient dans un environnement déjà construit, marqué par des monuments antérieurs. Vous le comprendrez peut-être mieux sur ce plan ici à gauche, avec en vert ce que nous avons pu trouver du tertre qui a abrité la tombe, qui l'a protégée pendant des siècles, peut-être des millénaires. Et ce tertre, il s'installe sur des monuments plus anciens,
en bleu, en orange. Et ici en bleu, en fait, on a affaire au monument le plus ancien du site. Et on voit très bien qu'il y a ici une volonté de s'implanter sur le tertre fondateur, donc sur le plus important des ancêtres, entre guillemets, qui étaient inhumés ici. Alors, la tombe princière, vous l'avez ici au centre, et sur cette image en haut à droite, vous découvrez une partie de son architecture qui était exceptionnellement bien préservée au moment de la fouille. En particulier le plafond, vous remarquez les traces de 3 poutres parallèles qui donc fermaient la tombe en surface. Et ça, déjà en soi, c'est exceptionnel, puisque la plupart du temps, ces sépultures sont soit pillées anciennement, soit trop arasées pour pouvoir documenter ce type d'aménagement où le bois a disparu de toute façon depuis des siècles. Alors, évidemment, la découverte de la tombe princière n'était pas anticipée au départ. On savait qu'on allait fouiller des vestiges funéraires, mais on ne savait pas qu'il y avait une tombe aussi riche. Quand nous avons pu mettre en évidence une telle découverte, il a fallu s'adapter également, adapter les méthodes de fouille, notamment par l'implantation d'un abri de fouille que vous voyez à l'écran, et d'un système déjà de fermeture qui permettait de ne pas se faire piller la nuit, et un système de fouille ici à l'écran qui permettait surtout de descendre dans la tombe et de fouiller les niveaux archéologiques sans les piétiner. Donc vous avez ici quelques instantanés de la fouille avec l'équipe Émilie au premier plan, David Josset, Céline Villeneuve, l'anthropologue en arrière-plan, et je suis ici sur l'image de droite. Lors de cette fouille, nous sommes tombés en premier lieu sur le chaudron, qui, je pense que vous avez tous cette image du lieu Achelos en tête. C'est vraiment ça qui a déclenché le cas de découverte exceptionnelle, qui a permis de rallonger la fouille, et qui nous a obligés à une très grande rigueur dans l'appréhension de cette sépulture. Alors, au terme de plusieurs mois de fouilles, voici à quoi ressemblait le dépôt funéraire. Donc ça, c'était à la fin du mois de mars 2015. Vous remarquez déjà la taille de ce caveau, très grande, une sépulture de presque 14 mètres carrés, c'est plus grand que la tombe de Vix. Et le défunt paraît tout petit au milieu, c'est pourtant un personnage d'assez grande taille. Ce personnage, il est allongé sur un char, sur un véhicule à 2 roues, qui malheureusement était assez mal conservé, le bois ayant disparu et le fer étant très corrodé. En revanche, on a pu bien reconnaître le dépôt de vaisselle situé dans l'angle ici en bas à gauche. Je ne vais pas plus loin sur la présentation anthropologique. Vous l'avez sur l'image de droite, c'est du rasant du défunt, Émilie vous en parlera. Simplement pour dire quelques mots de ce moment clé qui a été, après la fouille, le prélèvement des objets. Vous avez ici à l'écran l'exemple du chaudron, qui a été une affaire un peu compliquée. Une pièce qui paraissait bien conservée, mais en réalité qui était déjà écrasée depuis de nombreux siècles, fragmentée, fragile. Et c'est le cas de la plupart du mobilier découvert. Alors il a fallu mettre en place des moyens pour à la fois préserver le mobilier tel qu'il a été trouvé et préserver aussi nos capacités d'analyse, non seulement des objets eux-mêmes, mais de tout leur environnement, notamment les matériaux organiques, les restes de tissus, de vannerie, de bois, de cuir, etc. Donc ça a été beaucoup le travail d'Émilie et de notre restaurateur Renaud Bernadet qui est ici présent. Et vous verrez qu'à certains moments, nous avons dû procéder à peut-être des choix qui vous paraîtront étranges, mais où on a dû prélever en bloc des blocs de terre, de sédiments en réalité, parce qu'on pressentait la présence d'objets peut-être difficiles à percevoir. En tout cas, à la fouille, on aurait peut-être perdu de l'information, on aurait peut-être détruit des choses, et au contraire, le prélèvement en bloc permet ensuite de faire des radiographies, des scans, des scanners, et de mieux appréhender les caractéristiques de ces objets. Alors, je laisse la parole à François Mirambet pour ce qui est justement de cette partie de l'analyse véritablement précise de ce mobilier. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le ministère de la Culture... Le ministère de la Culture a tout de suite été alerté puisque cette opération était très importante et suivie par la sous-direction de l'archéologie.
Et le ministère a souhaité que le Centre de recherche et de restauration du Musée de France engage ses moyens pour aider à l'analyse et à comprendre les objets, leur composition. Et ce centre qui est normalement dédié pour l'analyse des collections qui sont dans les musées de France, donc plus de 1200 musées de France, eh bien pour la première fois s'est engagé sur une opération d'archéologie sur des objets qui venaient juste de sortir de fouilles, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Donc là, il y a à peu près une trentaine de personnes du centre sur 150, donc c'est une part importante du centre, qui va être engagée sur les 2 prochaines années pour aider l'INRAP, Bastien et Émilie, à analyser et à découvrir un peu mieux ces objets. Donc peut-être qu'on peut voir sur l'image suivante. L'important, c'est d'éviter une dispersion des objets, parce que comprendre ces objets nécessite de mettre en place des moyens analytiques extrêmement variés. Et souvent, il est très rare qu'un laboratoire puisse disposer de l'ensemble de ces moyens. Nous avons cette chance parce que nous travaillons dans le domaine du patrimoine. Il y a peu d'institutions de ce type en France et aussi dans le monde. Et donc, nous avons un panel de techniques extrêmement variées, ce qui nous permet d'étudier sans prendre trop de risques, c'est-à-dire sans déplacer les objets de manière importante, en un même lieu, en garantissant la conservation pour garantir qu'on va sortir les informations archéologiques, scientifiques capitales, parce que nous avons des objets qui sont, si je puis dire, frais. On vient de sortir ces objets, ils n'ont pas été touchés par beaucoup de personnes. On a bien fait attention à conserver le maximum d'éléments dont on parlait tout à l'heure. Donc là, vous avez une image qui représente très très rapidement un petit peu quelques techniques qui sont mises en œuvre. La priorité va être effectivement à l'analyse chimique des différents matériaux, faire beaucoup d'imagerie par scanner ou par micro-topographie. On va aussi avoir un travail très important de radiographie pour comprendre comment les objets sont fabriqués. Toutes ces techniques ont pour objectif de bien comprendre les techniques mises en œuvre par les artisans de ces époques, et les analyses peuvent aussi nous permettre de remonter sur les matériaux utilisés, les matières premières qui ont permis de réaliser ces objets. Donc tout ça va aider à comprendre potentiellement les échanges entre les différents sites, les différents peuples qui ont pu interagir les uns avec les autres. À titre d'exemple, on a déjà commencé, mais on va y venir un peu plus précisément tout à l'heure, à regarder par la composition par exemple d'une céramique, en comparant avec des céramiques venant d'autres sites, essayer de trouver s'il y a des corrélations potentielles et si on peut comprendre effectivement quels étaient les lieux de fabrication et où se trouvaient les ateliers. Alors, je vais reprendre le relais. Donc, je vais vous présenter le costume funéraire du défunt. Et avant de vous présenter ceci en détail, je tiens... bon, il y a eu toute une polémique par rapport au sexe, à la détermination du sexe du défunt. Il se fait que sa caractérisation a été réalisée in situ sur le terrain par les anthropologues. Et ces observations donc, sur le terrain et ensuite en laboratoire attestent bien que le défunt est bien un individu masculin à 95%. Donc pour le moment, on n'a pas encore d'analyse ADN, mais elles vont bientôt être faites, qui viendront certainement confirmer ces premières observations. Pour ce qui est de son âge au décès, c'est évalué à peu près à un âge supérieur à 30 ans. Donc pour le moment, on ne peut pas en dire plus. Donc pour ce qui est du costume funéraire, celui-ci est particulièrement élaboré et constitué de différentes pièces qui sont des parures annulaires et aussi des accessoires vestimentaires. Donc je vais les passer en revue tout à l'heure, mais d'abord vous pouvez constater que alors peut-être que tu peux montrer, Bastien, que le défunt porte un torque en or au cou. Il est doté d'un brassard au bras gauche, j'y reviendrai, d'une paire de bracelets identiques. Et ensuite, au niveau des accessoires vestimentaires, on a une petite fibule, qui est une sorte de petite épingle à nourrice qui maintient les textiles de son vêtement, qui est en fer et en or, donc était placée au niveau de l'épaule gauche du défunt. Ensuite, par rapport à ces vêtements, eh bien, ils étaient maintenus par une ceinture que vous voyez ici, que nous avons restituée, vous verrez. Et enfin, on a aussi les indices, grâce aux petits objets en bronze qui se situent en bas de la photo, que le défunt était chaussé. J'y reviendrai.
Alors, je vais commencer par le torque. Donc, vous voyez que, voilà, il portait son torque en or, qui est une pièce extraordinaire, massive, qui fait plus de 500 grammes. Donc, imaginez la masse d'or qui a été nécessaire pour réaliser cette pièce, qui, au niveau de sa technologie, atteste du haut degré de technicité des artisans orfèvres de l'époque. Donc, il est doté de petits appendices piriformes verticaux. Et ce qui est le plus surprenant, c'est le petit animal fantastique qui est disposé à la jonction de ces appendices piriformes et du jonc. Donc il s'agit d'un animal fantastique ailé qui s'inscrit dans le bestiaire oriental qui est connu partout en Méditerranée et réutilisé énormément par les Celtes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc la tombe, elle est bien datée de cette période. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en archéologie, on travaille beaucoup par comparaison, et donc cette pièce s'inscrit pleinement dans des pièces qui sont connues. Alors c'est toujours des unicums, des pièces uniques, mais on peut la rapprocher de pièces issues de tombes princières du sud-ouest de l'Allemagne. Alors, je passe aux bracelets. Alors, eux, également en or, mais qui ne sont pas en or massif, qu'il s'agit de tôles d'or. Ils font à peu près chacun 90 grammes pour ce qui est de leur masse. Alors, ce sont des pièces quasi identiques, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est assez surprenant pour la spécialiste du monde celtique que je suis, c'est la représentation, dans ce cas, de protomées de canard, donc de têtes de canard, qui sont extrêmement petites. Tout à l'heure, je vous parlais sur le torque de l'animal fantastique. Sa tête fait 5 mm. Là, c'est vraiment tout petit également. Et dans le bestiaire celtique, ce sont des pièces purement atypiques. Et donc, nous sommes en train de tenter de chercher des comparaisons. Ce qui est intéressant de noter, c'est que contrairement au torque, ces pièces sont extrêmement usées, ce qui indique 2 points. Soit on note un port prolongé durant le vivant du défunt de ces pièces, ce qui explique cette usure, soit ce sont des pièces qui sont bien plus antérieures, ce qui expliquerait ce caractère atypique que j'évoquais, et qui donc ont été portées par d'autres personnes avant le défunt. Donc vous voyez, ça c'est des pistes qui restent encore largement à étayer. On passe, voilà. Alors, un petit zoom. Alors, ça, ce sont des images prises sous Irox, donc c'est la technologie du C2RMF. Et vous pouvez constater que, là aussi, le haut degré de technicité au niveau de l'élaboration de ces pièces, puisqu'en fait, le plumage des canards est réalisé au moyen de différents poinçons. Vous avez des poinçons qui forment des demi-ocelles, ou des poinçons qui forment des petits losanges pour le petit duvet du canard. Vous noterez que pour le bec, on a l'incrustation d'un petit fil perlé qui rehausse ce bec. Sur l'image en bas à gauche, on note bien l'usure marquée que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a complètement effacé quasiment en partie ces petits décors de plumes. Alors pour ce qui est du brassard, donc le brassard qui était porté au bras gauche du défunt, là aussi les analyses vont être réalisées. Il s'agit d'un brassard en roche noire, donc soit il s'agit de lignite, soit de sapropellite, c'est une roche fossile. Ça n'a rien d'atypique dans ce contexte celtique du 5e, puisqu'on en connaît des pièces, on connaît des pièces comparables dans la région de Vix. Donc ça, rien d'extraordinaire en soi. Alors j'ai évoqué, j'ai pas évoqué tout à l'heure, quand je vous ai présenté le costume, en fait, il se fait que lorsqu'on a fouillé le défunt, on a découvert au niveau du torque, à proximité de la fibule, un ensemble de petites perles en ambre qui sont des pièces tournées. Alors il faut savoir que l'ambre vient de la Baltique, donc imaginez quand même l'importance, cherche mon mot, ce sont des pièces qui viennent d'extrêmement loin, donc ce qui induit des réseaux de circulation conséquents déjà pour l'époque. Alors ces pièces sont interprétées soit comme des pièces provenant d'un collier, ou alors tout simplement d'une coiffe de la chevelure du défunt. Alors ensuite, la fibule en fer qui maintient donc les tissus du vêtement. Donc vous voyez qu'elle est extrêmement petite. Il y a un petit carré, si tu peux montrer, Bastien, au niveau du torque. C'était quelque chose qui, lorsqu'on a démonté le défunt, il faut bien étudier les ossements, on est tombé sur cette fibule.
Et en fait, on a eu, lors de la fouille, énormément de mal à l'interpréter parce que vous pouvez constater qu'elle est fragmentée, elle a ce caractère ingrat lié à la corrosion du fer. Et puis, les premiers nettoyages pour études réalisés par Renaud Bernadet au C2RMF nous ont extrêmement surpris, puisque vous voyez qu'il y a de l'or qui est présent sur cette fibule, ce qu'on avait à peine perçu lors de la fouille. Donc elle est fragmentée, comme je le disais. Donc on va regarder plus en détail ces petits décors qui sont extraordinaires, là aussi au niveau de leur caractère technique. Donc je vais passer au ressort. Donc le ressort, c'est cette partie de la fibule qui permet, comme les épingles à nourrice, qui permettent d'ouvrir la pièce et de la fermer. Et là aussi, l'imagerie nous met bien en valeur ce petit fil plat continu qui représentent des petits motifs celtiques bien caractéristiques. À noter, sur la photo à droite, une toute petite palmette qui fait quelques millimètres de long. Donc imaginez le travail que ça suppose. Et la vue, moi, c'est une question que je me pose aussi régulièrement, c'est comment ils faisaient en fait pour créer des pièces qui font juste quelques millimètres. Question reste en suspens. Donc ça, c'est une deuxième partie de la fibule. Donc vous voyez au centre, en vue supérieure et en vue de profil, cette pièce qu'on appelle l'arc de la fibule. Donc c'est une partie qui est souvent destinée à être ornementée, c'est la partie visible lorsqu'elle est portée. Donc elle aussi en fer et en or. Et ce qui est assez surprenant, même si c'est un peu dégradé, c'est que nous avons une arête, si tu peux montrer, une arête transversale en or, et de part et d'autre sont disposées des toutes petites plaques d'animaux extrêmement schématiques. Ce sont des animaux fantastiques qui rappellent ceux qui sont représentés sur le torque, donc des sortes de lions ailés ou de griffons ailés. Et je vous ai mis un petit exemple en haut à droite. Il s'agit d'une toute petite statuette en bronze découverte à Vix, qui elle a un peu plus, vous voyez, c'est un peu plus réaliste entre guillemets, mais en fait qui rappelle pleinement ces tout petits motifs schématiques qui sont présents sur la fibule. Donc d'un point de vue chronologique, là, quand on voit ça, moi je suis certaine qu'il s'agit bien du 5e siècle avant notre ère. Donc ce sont des éléments datants assez pertinents. Ensuite, alors ça c'est une des pièces les plus exceptionnelles, je trouve, au niveau du costume funéraire. Il s'agit de la ceinture. Donc en haut à gauche, vous voyez les os du bassin du défunt. Et déjà, dès la fouille, on avait bien détecté qu'il y avait une masse très noire à l'avant du bassin, que vous voyez ici, et une petite agrafe en fer ornée de corail. Donc quand on a vu ceci, donc vous voyez la photo tout en bas à gauche, on avait bien perçu que dans cette masse noirâtre, qui doit être du cuir vraisemblablement, il y avait des sortes de petits fils métalliques. Donc là aussi, c'est extrêmement petit. Vous pouvez voir l'échelle en bas à gauche. C'est extraordinaire. Je vais vous le montrer plus en détail. Donc on s'est dit, là, il faut prélever en motte. Donc c'est ce que Bastien expliquait tout à l'heure, c'est que dès qu'on a des objets qui sont trop complexes ou trop fragiles, on fait des prélèvements en bloc ou en motte de l'ensemble. Donc là, c'est le restaurateur qui réalise ces interventions. Voilà. Alors, comme nous avons réalisé ce prélèvement en bloc, on peut ensuite le passer sous radiographie et sous tomographie. On peut disposer ainsi de plusieurs technologies. Et vous voyez la radiographie, donc on perçoit bien les os coxaux. Et grande surprise, on l'avait bien évidemment ressenti dès la fouille, on a le développé de toute cette ceinture en cuir qui, là, est rehaussée de petits fils plats qui sont en argent, vraisemblablement. Et ces fils plats n'ont pas du tout une disposition hétérogène. Ils forment un motif celtique que j'ai restitué en bas à gauche. Donc il s'agit d'entrelacs, ça s'appelle des S. C'est caractéristique de ce qu'on appelle le premier style celtique du 5e siècle. Et là, on est vraiment dans la genèse de la création de l'art celtique. C'est un des premiers exemples de ce style qui apparaît ici à Lavaux. Alors vous avez un petit zoom de la radio de ces fils qui atteste bien que c'est un fil continu. Alors, excusez-moi. Pour le moment, on n'est pas en capacité de préciser la technique de mise en forme de ces fils sur le cuir. Soit il s'agit de broderie,
hein, donc c'est tout petit. Je vous ai noté un point est long de 0,5 mm. Imaginez la technique que ça induit là aussi. Donc soit il s'agit de quelque chose qui ressemble à la broderie, ou soit une autre technique qui reste à déterminer, une forme d'incrustation du fil dans une préperforation du cuir. Alors, vous avez là aussi des... Ah non, il nous manque une diapo. Bon, c'était quelques petits détails, mais bon, voilà, une pièce extraordinaire qui, je pense, va nous donner du fil à retordre, et c'est le cas de le dire. On passe donc à la diapo suivante. Ce sont les tout petits éléments qui sont liés aux chausses qui sont en bronze, hein, qui étaient bien disposés sur chacun des pieds du défunt. Donc il s'agit d'agrafes qui permettent de fixer les chausses. Et en haut, à droite et à gauche, ce sont ce qu'on appelle des passe-lacets. Hein. C'était fixé à des lanières pour passer les lacets. Hein. Donc voilà, notre défunt était bien chaussé. On passe ensuite à un ensemble de petits objets que nous avons découverts sur le thorax. Alors je les ai dissociés du costume funéraire, vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà ce que ça donnait au niveau de la fouille. Donc vous voyez, on se situe vraiment sur la partie supérieure du thorax. Là aussi, on a affaire à des toutes petites pièces et c'était extrêmement difficile à comprendre in situ sur le terrain. Donc vous avez ici un petit bouton, vous voyez, c'est à peine perceptible, qui avait l'air d'être en fer et en or, qui était vraiment disposé le long de la colonne. Tout autour de ce petit bouton, eh bien, on avait une sorte de cercle formé par plein de petits rivets. Là aussi, c'était à peine perceptible. Et enfin, nous avions aussi des agrafes disposées sur le thorax, qui avaient l'air d'être en fer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé comme pour les coxos, hein, pour les os du bassin. Là aussi, on a fait un prélèvement total de la partie supérieure du thorax pour, là aussi, passer des radiographies et des tomographies. Alors, vous avez au centre de la diapo justement un exemple de cette tomographie. En bleu, ce sont les éléments métalliques. Donc, on retrouve, alors, on avait déjà prélevé le petit bouton dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ici nettoyé par les soins de notre restaurateur, donc qui est une pièce composite extrêmement complexe, puisqu'elle combine à la fois du fer, de l'or et de l'ambre, et du corail, pardon. Donc tout ceci est enfilé au sein d'un axe. On a aussi des matériaux organiques de type vannerie, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on retrouve nos petits rivets ornementaux qui sont en fait en argent doré. Et enfin, les agrafes qui sont au nombre de 2. Là aussi, encore, des pièces composites en fer et en or, et également des restes de matériaux organiques. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle veut nous mener? Eh bien, en fait, cette pièce, on n'arrivait pas à l'associer au costume funéraire du défunt. C'est grâce à l'analyse poussée notamment des restes organiques qu'on a pu émettre une hypothèse, c'est-à-dire que l'ensemble de ces 2 agrafes, le bouton et l'ensemble des petits rivets qui forment un cercle, seraient des objets qui constituent un seul et même objet qu'on va vous présenter tout de suite. Voilà, il s'agirait en réalité d'un couvre-chef ou d'un casque qui serait en matière organique. Donc le timbre, donc la partie, vous voyez, un peu conique, là pour le moment on l'a restituée comme ça, le timbre serait en vannerie et en cuir. Donc ce sont des parties qu'on voyait sous le bouton sommital, si Bastien tu peux montrer. Là, on voit les restes de vannerie, d'entrelacs de cette matière. Et aussi sur l'agrafe, vous pouvez le voir un peu au milieu, au-dessus, voilà, ici, où on a encore cet entrecroisement de vannerie. Donc, on retourne sur l'autre dia. Donc, ces petites agrafes étaient clairement insérées sur le timbre, ce qui explique la présence de cette vannerie et aussi de cuir. Le cimier également, on a notre petite trace de vannerie et les boutons, les petits rivets, seraient des éléments ornementaux. Alors, autant vous dire que cette pièce en contexte celtique, c'est complètement inconnu, mais il faut savoir que l'existence de couvre-chefs en matériaux organiques en protohistoire, elle,
n'est pas inconnu, hein. On en connaît à Verrocchio, par exemple, en Italie, etc., etc. Et moi, je pense que c'est aussi les techniques de pointe, les techniques modernes de fouilles actuelles qui permettent de découvrir tant des objets tels que la ceinture que ce type d'objet, hein. Je passe ensuite au char à deux roues. Donc, comme l'a dit Bastien tout à l'heure, le défunt, Bastien, s'il te plaît, le défunt était disposé sur la caisse du char. Donc, on a les traces en matière organique de la caisse du char qui forment un trapèze. Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement, nos roues sont très mal conservées. Donc, vous avez sur la photo à gauche juste un segment du bandage de la roue. Donc, le bandage, c'est cette partie en fer qui enserre la roue. Donc vous voyez, bon, on n'a que ce bout. Mais de l'autre côté, si vous regardez la petite photo à droite, en fait, on a topographié l'ensemble des petits fragments qui étaient en fer, qui étaient découverts dans cet espace. Et en fait, on voit bien que c'est ce qui reste de la deuxième roue, hein. Donc c'est juste des problèmes de corrosion lors de la décomposition de la tombe qui ont fait que certainement la roue a dû chuter, ça a dû exploser en miettes. Bon, c'est des hypothèses de travail, hein. On est encore en train de réfléchir pourquoi notre deuxième roue est aussi mal conservée. Donc vous avez la radiographie en bas. Pourquoi faire une radiographie sur un bandage de roue? Mais en fait, là aussi, c'est un critère typologique. Donc, c'est ce qui nous permet, nous, de comparer notre pièce à d'autres pièces et donc de la dater. Donc là aussi, on se situe bien et pleinement dans cette période du 5e siècle. Mais ce qui date le mieux, ce sont là aussi d'autres pièces de ce char à deux roues. C'est ce qu'on appelle la boîte de moyeu de la roue. Donc, vous avez votre roue avec le bandage et la partie centrale, c'est le moyeu, pour ceux qui ne connaissent pas. Le moyeu en bois, il est souvent rehaussé, maintenu par ce qu'on appelle des frettes de moyeu. Ce sont les pièces circulaires que vous voyez en haut à gauche. Et pour fixer cette roue à la caisse, on l'insère sur l'essieu et elle est bloquée par ce qu'on appelle une clavette. C'est la tige verticale droite que vous voyez là. Et ça, c'est la pièce qui contre toute attente, date le mieux la tombe, parce qu'on a plein de comparaisons dans la région de ce type de pièce. Il s'agit d'une clavette donc en fer, et sa forme donc date l'ensemble bien dans le 5e siècle, milieu du 5e siècle avant notre ère. On passe, oui. Alors moi, je vais terminer mon propos sur une dernière pièce avant de passer le relais à Bastien. Là aussi, c'est une pièce qui, lors de la fouille, donc le couteau et son fourreau, n'avait pas l'air esthétiquement de grande importance, comme vous pouvez le voir sur cette dia. Alors, il se fait qu'au niveau de la localisation de ce couteau inséré dans son fourreau, il était disposé le long de la paroi de la chambre funéraire, donc vraisemblablement suspendu aux madriers verticaux de la tombe, ce qui explique son état de fragmentation important au contact du fond de fosse que vous voyez en bas. Vous voyez, hein, c'est complètement fragmenté. Et en haut, vous avez le manche du couteau qui était encore au contact de cette paroi. Donc là aussi, hein, on l'a consolidé et prélevé. Et les travaux de nettoyage pour étude ont été lancés. Donc, la diapo suivante. Donc, vous voyez en haut ce travail de nettoyage qui a été réalisé par Renaud Bernadet. Et vous voyez que vraiment, ça change de l'état initial in situ. Donc, on a cette pièce donc, en fer qui est rehaussée de damasquinure en bronze. Donc, ça, c'est aussi un travail très, très esthétique, hein. On voit qu'il y a des restes de bois également. Et donc, les photos en bas, vous voyez donc ce couteau inséré dans son fourreau. Là, le nettoyage est en cours et donc on a réalisé aussi des radiographies qui attestent que ce fourreau, c'est une pièce composite qui est constituée de cuir, rehaussé, là aussi, vous allez le voir, de petits fils en étain. Ça forme d'adorables petits motifs ornementaux et aussi d'éléments en fer. Donc, on passe à la dia suivante. Donc ça, c'est une radiographie en haut d'une partie du fourreau. Et qu'est-ce que vous voyez? Ça a été une très grande surprise pour nous tous, parce que c'est une pièce, là aussi, complètement unique, dépourvue de comparaison. C'est qu'on a des petits champs rectangulaires dans lesquels s'inscrivent des formes de rosaces qui, là, rappellent la technique de la ceinture, c'est-à-dire qu'on a
l'incrustation ou la broderie, on ne sait pas, sur le cuir de ce fil plat d'étain. Et là, sincèrement, on ne trouve aucune comparaison. C'est un objet complètement inédit. Donc, on peut vous montrer d'autres petites parties radiographiées de ce fourreau. Donc là, vous avez l'intégralité du fourreau du couteau. Et j'ai fait quelques petits zooms où vous voyez disposer tous ces petits champs quadrangulaires. Là, vous avez un zoom. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est le seul motif figuré qui est représenté sur le fourreau. Eh bien, un volatile qui est ici représenté. Donc, c'est tout à fait surprenant. Alors moi, ces motifs, j'ai beaucoup de mal à les raccorder à cet art celtique que j'évoquais tout à l'heure. Mais la pointe du couteau, alors là, c'est assez dégradé, mais on voit, Bastien vous le montre, des sortes d'entrelacs. En fait, ça fait des enroulements comme ceci. Et ça, c'est un indice caractéristique de ce premier style celtique. Dès qu'on voit des formes qui s'enroulent, etc., là, ça atteste bien que ce serait une pièce plutôt celtique et datée bien de cette période. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ce qui est des objets. Je vais repasser la parole à Bastien qui va vous présenter le dépôt. Ah non, je vais trop vite. Donc non, juste des petits détails quand même, parce que c'est vrai que là, je vais vous laisser peut-être sur votre faim. Ce sont des détails réalisés au C2RMF de ce cuir et de ces petites broderies ou incrustations de ce fil d'étain. Ce qui est intéressant, c'est qu'en bas à droite, par exemple, on voit même les marques du cuir, les pores de la peau de l'animal que vous voyez, que Bastien montre, qui atteste bien que ce cuir est conservé. Il a été minéralisé par la corrosion du fer. Voilà, cette fois-ci, je passe la parole à Bastien, qui va donc vous présenter le dépôt de vaisselle en bronze étrusque et méditerranéen et autres. Merci Émilie. Donc je vais prendre la parole pour la dernière partie de cette présentation avec un ensemble d'objets qui me tient beaucoup à cœur et qui touche à la pratique du banquet, du symposium, la consommation de boissons en général. Alors on a affaire à un dépôt assez riche, assez élaboré, en fait près d'une dizaine de pièces différentes, de toute taille et de tout matériau, qui sont rassemblées donc dans un angle de la chambre, on l'avait vu sur l'image générale tout à l'heure, et essentiellement rassemblés à côté ou au-dessus, voire au-dessous d'un récipient de très grande taille, qui est le chaudron. Alors, ce chaudron, c'est effectivement l'un des plus grands exemplaires connus à l'heure actuelle. C'est une pièce qui fait près d'1 mètre de diamètre, l'ouverture approchant peut-être 80 cm. Et pour l'instant, son volume, il est estimé donc entre 200 et 350 litres. Alors, ce qui fait son caractère exceptionnel, ce n'est pas seulement sa taille, mais c'est aussi et surtout son décor que l'on va retrouver sur les 4 anses qui permettaient donc de le suspendre. Des 4 anses identiques qui sont donc chacune dotées au niveau du point de fixation donc d'une tête de ce dieu grec caractéristique qui est Achélos, donc le principal dieu fleuve de Grèce, qu'on reconnaît ici donc à sa longue barbe tendue vers l'avant, ses triples moustaches et surtout ses cornes et ses oreilles de taureau. Alors vous remarquez à quel point la figuration est précise dans les détails. On a notamment les pupilles dans les yeux. Et la présence de cette figuration tout à fait exogène est extrêmement intéressante. Elle nous met déjà sur la piste d'une production non pas grecque, mais plutôt étrusque. La plupart des figurations d'Achélos sont connues plutôt en Italie, donc dans l'espace étrusque. Et ici, on peut peut-être faire une parenthèse mythologique. Achélos est un dieu qui se transforme et qui va combattre Héraclès pour une femme qui s'appelait Déjanire. Et lors d'un premier combat, Achélos se transforme en serpent, il est vaincu, et il combat à nouveau Héraclès sous la forme d'un taureau. Il perd à nouveau ce combat. Héraclès lui arrache une corne, et pour récupérer sa corne, Achélos va prélever sur une chèvre qui s'appelait Amalthée une corne et faire ainsi l'échange. Et on est là face à la source du mythe de la corne d'abondance, ce qui est extrêmement intéressant puisqu'on est face à un récipient qui est l'abondance de liquide, la capacité de
proposer à une communauté importante une grande quantité donc, de boissons. Donc ce choix est tout à fait inédit, hein. On n'a pas ce genre de représentation sur les autres grands récipients connus à l'heure actuelle. Le reste du décor est intéressant également. On trouve de petites têtes de félins, probablement des lionnes ou des guépards. Alors là aussi, le traitement artistique est très soigné, avec la représentation des poils des moustaches et également des poils des oreilles. Donc on est face à un chef-d'œuvre de l'art erotique qui est également sans comparaison et qu'on est bien en peine de dater à l'heure actuelle. Alors, toute la question était de savoir qu'est-ce qu'a contenu ce grand récipient. Un chaudron, au départ, c'est un récipient pour faire cuire de la nourriture, de la viande, faire bouillir de la viande, des choses comme ça. Il est évident que dans ce type de contexte, on s'oriente plutôt vers la consommation de boissons et les analyses de résidus organiques qui ont été menées confirment cette piste-là. Alors, vous voyez sur ce fragment ici prélevé, les traces sombres qu'a laissé donc ce contenu liquide qui a séché progressivement dans le chaudron et qui en fait recouvrait, était présent jusqu'au bord de la lèvre, ici à l'ouverture. Et les analyses menées par le laboratoire Garnier de ces résidus ont montré d'une part la présence de pois de conifères, c'est-à-dire que le chaudron était intégralement enduit à l'intérieur de pois, pas pour l'étanchéifier, hein, le bronze est parfaitement étanche, mais peut-être pour empêcher au liquide de prendre le goût du cuivre, pourquoi pas. Et donc on a de la poix et on a surtout des restes de vin rouge. Et ça, c'est une découverte extrêmement importante, car jusqu'à présent, on pensait que ces élites celtiques éloignées de la Méditerranée consommaient effectivement de la boisson alcoolisée dans ces vases de prestige d'importation méditerranéenne, mais qu'il s'agissait de boissons locales, de la bière, de l'hydromel, des alcools de fruits, etc. Il se trouve qu'ici, on a affaire à un récipient de grande taille qui a contenu donc entre 200 et 350 litres de vin rouge, un liquide qui n'était pas produit sur place. Les Celtes ne produisaient pas de vin à ce moment-là. Il s'agit donc d'une boisson importée de Marseille au plus près ou de l'espace italique. Alors la présence de vin rouge, elle explique en réalité tout le reste du panel de vaisselle découvert. Peut-être pas l'objet ici présent, qui est une ciste à cordon dont la fonction est plutôt rapprochée du fait de contenir de l'eau, mais l'eau peut servir pour le mélange du vin, justement. Alors il s'agit ici d'un récipient de grande taille qu'on a trouvé en fait sous le chaudron et qui est vraisemblablement produit dans le nord de l'Italie, dans la région de Bologne. Alors, sous le chaudron, nous avons également découvert de manière inattendue ce fragment de vannerie, qui est un objet extrêmement fragile, évidemment. C'est un tissage très fin de fibres végétales qui ne sont pas encore déterminées. Vous voyez les détails à l'écran, c'est très bien conservé. Et cette vannerie a vraisemblablement servi de support au chaudron. Alors, plus intéressante sans doute est la découverte dans le chaudron lui-même d'un petit ensemble de vaisselle précieuse et qui est donc dominé par cet objet extrêmement rare au nord des Alpes, qui est une onokoé, donc le vase qui sert à distribuer le vin, la boisson, retrouvé de manière assez miraculeuse en parfait état, elle n'est pas écrasée par les sédiments. Et donc il s'agit d'une céramique à figure noire, une des toutes dernières céramiques de ce type produites peut-être vers le 500 ou 490 avant notre ère, et qui met en scène donc Dionysos, que vous voyez ici sur l'image centrale, face à un personnage féminin qui est Ariane, et sur le revers de la pièce, on va trouver même un troisième personnage qui joue de la musique, un satyre. Il s'agit donc d'une scène de banquet tout à fait cohérente avec la fonction de l'objet. Mais ce qui fait le caractère tout à fait atypique de cette pièce, c'est aussi et surtout son décor métallique qui a été rapporté dans un second temps. Les Grecs ne décorent pas du tout leur céramique avec de l'or et de l'argent, et donc on a affaire ici à une amélioration du vase de départ, peut-être pour les goûts du prince, pourquoi pas, mais une amélioration qui utilise des techniques d'horizon différents, ce qui est extrêmement troublant. Vous avez à l'écran, par exemple, ce filigrane sur le pied, donc il y a un fil d'or torsadé qu'on va retrouver
beaucoup en Étrurie, ce motif de la palmette qui est très méditerranéen également, et puis en revanche, ici sur l'anse, un décor ajouré en argent qui est véritablement celtique, à n'en pas douter. Ce qui est extrêmement amusant, c'est que ces différents types de décors ont été apposés en même temps, et que donc il y a eu une vraie concertation sur l'amélioration de cette pièce pour concilier des techniques d'horizons différents pour améliorer la pièce. Alors, peut-être le détail le plus important se trouve sous vos yeux ici, avec, à la base de l'anse, ce motif de masque. Alors, il faut le retourner pour le comprendre. On le retourne à 180 degrés et on obtient ce motif qui associe des yeux, un nez et surtout ici, ce qu'on va appeler une couronne en feuille de gui, qui est une coiffe qu'on va retrouver dans des contextes princiers, essentiellement du sud-ouest de l'Allemagne, parfois sur des statues, c'est le cas de la statue du Glauberg, qui met en scène un prince avec son torque en or. Et donc on a vraiment ici affaire à une représentation étroitement liée à l'élite celtique et à ces princes du 5e siècle. Alors pour le reste, il faut noter la présence notamment de cette passoire en argent, qui est un objet vraiment exceptionnel. C'est de l'argent doré, vous voyez peut-être les reflets ici sur le côté. Et cet accessoire est finement décoré, ici au niveau de l'anse, par un motif de tête de serpent cornu. Donc c'est des cornes de bélier, on les reconnaît bien par leur enroulement. C'est également très petit, moins d'un centimètre. Et ce motif est assez troublant. On va le retrouver ponctuellement dans l'art celtique, mais plutôt pour la période qui va suivre, au IVe siècle. Et ici, on se demande s'il ne s'agit pas d'un objet tout à fait exotique, déjà parce qu'il s'agit d'argent et que les Celtes utilisent très peu l'argent à ce moment-là, et aussi puisqu'on connaît dans la mythologie orphique, c'est-à-dire la mythologie de cette région du nord de la Grèce, une divinité qui s'appelle Zagreus, qui prend forme d'un serpent cornu. Et Zagreus, c'est l'avatar de Dionysos, ce dieu qu'on retrouve sur le Nokoé, juste à côté. Donc il y a peut-être une cohérence à rechercher. Alors, autre objet tout à fait remarquable, ce petit accessoire filtre en argent doré, qui est une cuillère perforée. Vous remarquez bien les perforations ici, et vous remarquez peut-être surtout le très fin décor avec cette main qui tient le cuilleron ici à l'extrémité du manche. Ça fait quelques millimètres seulement. Et puis, juste avant l'anneau terminal ici, ce motif de tête de canard qui rappelle ce qu'on avait vu tout à l'heure sur les bracelets. C'est également très petit. Alors, troisième objet remarquable, également en argent doré, ce pied de récipient qui fait quelques centimètres de diamètre. Alors, vous remarquez ici peut-être la rainure qui accueillait le réceptacle en bois, peut-être en bois précieux, qui malheureusement a totalement disparu. Il ne nous reste que le pied du récipient. Et il s'agit vraisemblablement du gobelet dans lequel le prince pouvait boire le vin rouge. Il s'agit également d'un objet intéressant par ses décors, des motifs de gaudron qui sont plutôt méditerranéens. Et ici, une frise d'arc de cercle, motif très en vogue chez les Celtes dans le premier style celtique. Alors parmi les autres objets du dépôt de vaisselle, on va trouver un autre récipient qui sert à distribuer la boisson. C'est une petite onokoé en bronze. Là encore, on se trouve vraisemblablement face à un objet étrusque. Et puis, au pied du chaudron, 2 bassins ont été découverts. Alors, ce sont des petits bassins qui peuvent servir soit à se laver les mains pour les cérémonies, soit plutôt pour préparer ou consommer la nourriture, des pièces de viande, par exemple. Alors, dans tout ce panel d'objets liés au banquet, finalement, le seul objet local, c'est celui qui est peut-être le moins précieux, c'est cette bouteille en céramique cannelée qui est relativement esthétique malgré tout, en tout cas une production luxueuse, finement travaillée, qui a également servi à contenir le vin. Et c'est un vase qui est typiquement retrouvé dans la région, sur les sites princiers, notamment à Vix, sous le palais de la Dame de Vix, on a trouvé grande quantité de ces vases associés avec de la céramique grecque. On voit très bien le lien qui est fait pour la consommation du vin. Alors, tous ces objets, ils ont été retrouvés
plus ou moins à leur emplacement, mais ils ont malgré tout été écrasés par les sédiments dans la tombe. Et on peut proposer pour l'instant cette restitution donc, qui met en scène ce dépôt de vaisselle avec le chaudron vraisemblablement présenté sur un support en bois sur lequel était posée la vannerie que je vous ai présentée. On trouverait la ciste à cordon, le seau contenant l'eau en dessous, et puis au-dessus du chaudron, toute la vaisselle précieuse, donc les objets en argent, l'onokoé, seraient présentés sur un support en bois, une planche, puisque les objets évidemment ne peuvent pas nager dans le vin rouge et que ici ils sont présentés au-dessus. Ce qui est intéressant, c'est la mise en scène à travers cette disposition. On a tout d'abord une mise en scène vis-à-vis du caractère précieux des objets, puisque l'objet le plus local et le moins précieux, c'est la bouteille cannelée, et elle est contre le défunt. Et plus on s'éloigne du défunt, plus on va trouver les objets précieux, le chaudron, et puis tout en haut, l'onokoé grec, et les objets en argent qui proviennent peut-être d'un horizon plus lointain encore, l'espace Thrace ou les sites, pourquoi pas. Et, Émilie vous en a parlé tout à l'heure, le couteau dans son fourreau, alors là c'est quand même une anomalie dans ce dépôt funéraire, c'est une pièce qui normalement est portée à la ceinture, et dans le cas présent, on ne l'a pas retrouvé associé au défunt, mais placé en hauteur, au-dessus du dépôt funéraire, au-dessus du dépôt de vaisselle, peut-être de manière à marquer son importance capitale dans cette mise en scène, puisqu'on a affaire à un objet qui sert à peut-être abattre le bétail et partager la nourriture. Et c'est l'une de ses fonctions premières de ces princes, c'est la redistribution des richesses, et on le perçoit très bien à travers les très grands récipients comme le chaudron de Lavaux, cette profusion de boissons et de nourriture qui est proposée à la communauté, sans doute lors de grandes cérémonies donc, qui mettent en scène le pouvoir du prince. Alors, tout ce dépôt de vaisselle, il paraît un peu complexe. On a différents objets qui servent à distribuer la boisson. Mais finalement, si on prend que les objets les plus précieux, on a affaire à quelque chose de très cohérent, avec le chaudron qui est le vase dans lequel on va mélanger le vin. On a l'onokoé grec, avec laquelle on va distribuer la boisson. On va trouver la passoire en argent, qui est essentielle, puisque le vin est consommé, en tout cas en Méditerranée, mélangé à toutes sortes d'aromates, d'épices, et il faut donc le filtrer pour le boire. Et donc là, c'est extrêmement intéressant, puisque il y a vraiment une acculturation manifeste. En tout cas, le prince s'approprie les manières de faire méditerranéennes. Visiblement, il ne boit pas le vin pur, mais il le boit bien mélangé, comme c'est la tradition en Italie et en Grèce. Alors on va retrouver également le gobelet, et puis un autre accessoire filtre qui est peut-être plus compliqué à analyser, mais peut-être simplement pour filtrer les derniers éléments surnageant dans le gobelet après avoir versé la boisson, par exemple. Alors, l'ensemble de ces objets reflète en quelque sorte l'économie monde du 5e siècle avant notre ère, puisqu'on a affaire à de nombreux objets d'importation. L'essentiel des objets en bronze proviendrait de l'espace italique, donc le cas des bassins, de la petite onokoé, de la ciste, vraisemblablement du chaudron également, donc des contacts avec les cités-états étrusques, et puis des objets plus lointains, plus exotiques encore, que sont l'onokoé grec, qu'on retrouve beaucoup plus occasionnellement dans ces tombes très riches, et des objets qui aujourd'hui posent véritablement question, qui sont les objets en argent doré, qui sont vraiment une nouveauté dans ces tombes celtiques. On ne connaissait pas vraiment ce genre de découverte avant Lavaux. Et ça fait référence plutôt à des horizons de la mer Noire, pourquoi pas les principautés Thrace ou Scythes, ou encore les Achéménides. Donc on serait face à un réseau de relations à longue distance encore plus élaboré, diversifié que ce que l'on pensait auparavant. Et c'est l'un des intérêts de la découverte de Lavaux, c'est aussi de mettre à jour ces cartes et de repenser ces contacts à longue distance. Alors, l'étude qui est faite de la tombe au C2RMF permet petit à petit de dévoiler cet univers complexe qu'est la tombe avec le costume du prince, le char et le dépôt de vaisselle.
Vous voyez sur cette image, on a affaire en fait à un panel extrêmement diversifié de figurations qui pose beaucoup de questions quant au phénomène d'acculturation. Émilie a parlé de la genèse de l'art celtique. C'est, je crois, l'un des points cruciaux de l'analyse, c'est de comprendre dans quel contexte se met en place la culture du deuxième âge du fer, dans ce milieu aristocratique ou princier, avec un artisanat de cour qui mêle des représentations qu'on croit être purement celtique, mais peut-être qui emprunte un peu à la sphère méditerranéenne aussi. Donc il y a une vraie cohérence dans ce panel de figuration et donc des choix qui sont faits derrière évidemment et qu'il reste à comprendre. Voilà, tout un univers qui se dévoile petit à petit. Alors, en conclusion, je dirais que par l'édification du complexe monumental, le prince rappelle sa filiation et l'importance du culte des ancêtres, je l'évoquais tout à l'heure à travers l'intégration des monuments anciens, et par le dépôt fastueux, il rappelle le rôle central qu'il occupait de son vivant entre son peuple et son territoire, mais aussi la place qu'il occupera dans la mort comme médiateur auprès des dieux. À l'instar des plus riches tombes princières telles que Vix et Ohrdruf, le rang et la fonction du personnage inhumé s'expriment donc à travers deux ensembles, comme deux facettes de ce personnage de haut rang. Le premier est constitué de ses instruments personnels qui donc marquent ce rang. C'est le cas du torque, des bracelets en or, du char auquel il faut peut-être associer le couteau. Et l'autre ensemble renvoie à ses devoirs vis-à-vis de la communauté, à son rôle central dans la société celtique, caractérisé par un large éventail d'ustensiles liés au rituel du banquet. Nous avons vu la capacité du prince à proposer une grande quantité de boissons à son entourage. Alors, cette découverte, elle constitue la manifestation la plus récente de ce qu'on appelle le phénomène princier. Et en réalité, la tombe de Lavaux, c'est peut-être l'un des derniers princes celtes, en tout cas la dernière tombe à rassembler à la fois un char, de la vaisselle d'importation et des parures en or. Après 450, on va trouver encore quelques tombes riches, mais il manquera la vaisselle d'importation, il manquera le char. En tout cas, le très vaste réseau qui est symbolisé ici par ce panel d'objets s'efface petit à petit. Ce thème du phénomène princier, en réalité, je vous invite à le redécouvrir ce soir à travers un très beau documentaire proposé par Arte en partenariat avec l'INRAP, qui vous propose un voyage dans toute l'Europe celtique à travers les traces laissées par ces princes celtes tels que celui de Lavaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup Émilie, Bastien et François, c'était superbe, je pense. Nous avons appris beaucoup de choses. Et moi, je suis très content. Rappelez-vous qu'on a commencé par dire qu'il y a un contexte de découverte qui est un contexte donc, de l'archéologie préventive. Ce qu'on a vu aussi maintenant, c'est que le moment de la découverte n'est que le début d'un long processus d'études scientifiques qui met en œuvre, qui mobilise toute une gamme de compétences et d'expertise. Qui évidemment progresse et qui n'était pas disponible il y a 50 ans pour la fouille de la tombe de Vix et qui n'était pas disponible quand il n'y avait pas une mobilisation de la communauté scientifique et politique, disons administrative, pour comprendre l'intérêt de s'investir dans ces vestiges. Et enfin, le dernier élément qui pour moi est enthousiasmant, c'est qu'effectivement, avec Bastien, on a su voir comment ces objets qui sont appréciables par leur esthétique en tant qu'historien de l'art, sont aussi des objets qui s'insèrent dans une interprétation sociologique, pour comprendre comment effectivement, dans une société donnée, à un moment donné, la culture matérielle s'insère et s'intègre et participe à un processus, donc le processus princier avec tout ce qui l'accompagne en termes de partage, en termes de distribution, en termes de présence de pouvoir et ainsi de suite. Donc, nous avons quelques minutes devant nous, donc sans doute il y aura des questions à poser et je vous invite à le faire.
Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette conférence très agréable. Je voudrais savoir si dans les recherches passées, on a découvert des traces d'habitat de la même période que la tombe dans le secteur, dans les environs. En fait, c'est vraiment tout ce qui fait l'intérêt de ces tombes, c'est qu'elles s'insèrent en fait à la suite de nombreuses opérations archéologiques qui permettent de bien documenter son contexte et dans quoi elle s'insère. J'ai peut-être montré tout à l'heure dans les toutes premières diapositives, voilà cette image où vous voyez autour de Lavaux d'autres étoiles oranges qui sont donc d'autres découvertes archéologiques récentes, qui ne sont pas des tombes princières mais des tombes de chefs celtes d'un rang un peu inférieur à celui du prince. Et donc on connaît maintenant assez bien cette aristocratie celtique du secteur de Troyes, et on commence à connaître aussi assez bien l'habitat contemporain. On connaît surtout l'habitat rural, on connaît de nombreuses fermes dans ce secteur-là. Par contre, on a du mal encore à déterminer l'emplacement du site princier lui-même, si toutefois il existait, puisque à Vix, c'est assez facile. À côté de la tombe, il y a cette colline fortifiée sur laquelle on a trouvé les restes du palais. Et à Troyes, on n'a pas cette colline fortifiée, c'est un paysage de plaine et de vallée. Et vraisemblablement, l'habitat était sous la ville actuelle, au contact de la Seine, au contact d'un gué, d'un pont. Et on a besoin de encore peut-être plusieurs décennies de recherche archéologique pour bien cibler cet habitat. Et le problème des fouilles en centre-ville, c'est que les sites anciens sont enfouis profondément. Ils sont souvent détruits par les occupations postérieures. Et souvent, on ne fouille que quelques mètres carrés, c'est des petites constructions. C'est pas une fouille de 2 hectares comme j'ai fait ici. Et donc, voilà, il va falloir être patient pour déterminer vraiment l'emplacement du site principal. Tu peux parler aussi de la petite piste quand même qu'on a dans un petit secteur de Troyes. Voilà, en fait, la seule fouille récente qui été assez profonde pour trouver les vestiges celtiques, effectivement, a trouvé un habitat assez dense avec de la céramique, et notamment des fragments de bouteilles identiques à la bouteille trouvée dans la tombe de Lavaux. Donc peut-être qu'on a quelques mètres carrés du site princier, mais on aimerait y croire, mais c'est insuffisant pour en être sûr encore. Oui, j'avais 2 questions, si c'est pas trop demandé. La première était, vous avez parlé de tombes à proximité, plus anciennes. Est-ce que vous avez pu les fouiller et retrouver des objets? Oui, alors, on a fouillé l'intégralité des vestiges présents sur le site, là, les 2 hectares de fouilles. Donc on a en fait une trentaine de personnages qui se font enterrer là en quelques siècles d'histoire. Et l'intérêt de la fouille avant qu'on trouve la tombe princière, c'était aussi la très bonne conservation des vestiges, puisque, en tout cas en Champagne, c'est très rare, on avait des lambeaux, des monuments funéraires construits en élévation, donc les tertres en terre, qui n'étaient pas totalement rasés par les cultures, comme c'est le cas presque tout le temps. Donc on a pu travailler non seulement sur les tombes, mais sur l'architecture funéraire, et ça c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a une continuité effectivement entre la première tombe du XIIe siècle avant notre ère et la tombe du prince, qui date de plusieurs siècles plus tard. Et il est encore difficile de dire s'il s'agit d'une vraie dynastie ou d'un lignage. On pourrait le faire par l'étude de l'ADN, ça peut être assez compliqué. Mais ce qu'on sait, c'est que le prince s'installe ici, en tout cas pour sa dernière demeure, parce qu'il y avait d'anciens monuments qui étaient visibles très loin aux alentours, donc c'était déjà un bon emplacement pour son propre monument, et ça lui permettait aussi d'ancrer sa mémoire, à la fois en perpétuant donc, sa mémoire dans l'espace et dans le temps, et en l'ancrant sur des monuments antérieurs. Merci. Et ma deuxième question était, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des artisans orientaux aient été présents dans la région pour, par exemple, le torque? Enfin, évidemment, pas pour le Nokoé, mais... Si, pour le Nokoé également, en fait. Ah oui. Parce que ça n'a jamais été véritablement étayé jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que Lavaux constitue un extraordinaire exemple qui nous met sur cette piste si on a un peu parlé tout à l'heure, d'un art de cour. Donc certes, on n'a pas identifié notre habitat princier, mais on reste quand même persuadé qu'il doit exister quelque part.
Et donc certainement que ces princes attiraient vers eux, des artisans extérieurs, non celtes, donc peut-être des artisans grecs, peut-être des artisans thraces. On voit les qualités de traitement des pièces d'or qui sont sans commune mesure. Et donc c'est tout le travail qu'on a à faire, justement, c'est essayer de trouver des comparaisons qui nous permettront de suivre ces pistes et essayer de dire si effectivement cet artisanat de cour a existé. Et si effectivement, sous quelle forme avait-il en fait? Est-ce que ce sont des transferts technologiques? Bon, moi personnellement, j'y crois moins. Hein, il faut voir, pratiquer. Ou est-ce que justement, ce sont des artisans qui sont appelés des maîtres reconnus dans ce grand espace européen et qui circulent en fait. Voilà. Et pour le Nokoé, en fait, pourquoi je disais que c'est aussi une pièce qui atteste de cet art de cour, c'est ce que Bastien montrait, c'est qu'on a une pièce grecque qui est améliorée, rehaussée d'or. Et les techniques que vous avez vues sur le pied, sur ce qu'on appelle la lèvre, c'est ce petit filigrane. Ça, c'est une technique qui est plutôt étrusque. Donc là, on aurait peut-être un artisan étrusque. Hein. Les motifs sont purement méditerranéens. Et on a à côté cette plaque en argent, sur la anse de l'Eunokoé, cette plaque en argent qui est typiquement celtique. Et ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a peut-être plusieurs artisans qui ont œuvré à l'ornementation de cette pièce, et c'est particulièrement intéressant. Moi, je trouve ça extrêmement séduisant, en tout cas. Voilà. Oui, moi, je voudrais savoir si c'est normal qu'il n'y ait pas plus d'armes dans une tombe princière. En fait, il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'arme dans cette tombe. Émilie a parlé de ce casque ou de ce couvre-chef. Un casque est une arme défensive. Et il faut imaginer le prince avec, dans son quotidien, ce grand couteau à la ceinture, qui devait avoir l'aspect d'un poignard en réalité. Et peu importe s'il ne s'agissait pas vraiment d'un poignard, mais on se trouve quand même en droite ligne de ces attributs de pouvoir que sont les poignards à Alstatien, qu'on va retrouver dans la tombe princière de Hordorf, qui effectivement ici est un peu transformé et vraiment réutilisé pour le partage de la nourriture. Mais c'est ce qui fait l'intérêt de cette tombe, c'est que c'est pas une tombe guerrière, il n'y a pas de dimension guerrière, on a plutôt axé sur la dimension du partage au premier plan. Alors que dans les tombes voisines, qui sont d'un niveau inférieur, on va trouver de l'armement justement. Et peut-être que le prince est au-dessus de ce rang-là, son pouvoir est exercé dans son territoire par toute une série de petits chefs donc, qui contrôlent une portion du territoire. Lui est au-dessus de ça et on le voit à travers la mise en scène qui est exprimée dans cette sépulture. On est dans une autre dimension. Du point de vue de sa taille, juste pour demander une précision pour la taille de l'homme, vous avez dit grande taille, mais... Alors pour la taille de l'homme, donc nous ne sommes pas anthropologues, mais si je ne m'abuse, c'est 1m75, 70 Au minimum. Au minimum, hein, donc ce qui est une taille assez conséquente pour l'époque. Voilà ce que je peux dire, je crois. Bastien, tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ce point-là? Il y a un détail amusant sur le squelette du défunt, c'est la clavicule droite qui en fait a été fracturée lors de la vie du prince et qui s'est ressoudée, mais de manière assez mal. Et le prince devait être difforme. En réalité, il y avait l'épaule qui pointait vers l'avant, puisque cette clavicule s'est mal ressoudée. C'est un des traits de la personnalité du prince. Voilà, on essaye en fait, à travers de multiples détails, de préciser un peu son identité, puisque malheureusement les Celtes ne nous ayant pas laissé de texte, on ne connaîtra jamais son nom. Il va nous rester voilà, ces détails pour connaître son histoire. Merci pour la conférence d'abord. Et qu'est devenu le site? Alors, puisqu'il s'agit d'une fouille archéologique préventive, le site, on devait le fouiller parce que les vestiges allaient être détruits. Et donc, la fouille étant finie, on a rendu le terrain à l'aménageur pour pouvoir permettre la réalisation des travaux. Et donc, à présent, il y a un rond-point qui a été construit donc, en partie sur la fouille. Et les travaux du complexe hôtelier devraient avoir lieu assez prochainement. Voilà, c'est tout l'enjeu de l'archéologie préventive.
S'il n'y avait pas eu de construction, nous n'aurions jamais fouillé ce site-là. Merci beaucoup pour toutes les explications. Il y a quelque chose que je voudrais... Enfin, une question qui me travaille depuis longtemps. Au niveau des tombes princières, est-ce qu'il y a un symbole par tombe ou par prince, comme on peut retrouver par exemple, c'est ce que j'imagine sur les vases grecs, sur les boucliers, il y a des symboles, une tête de taureau, des choses comme ça. Est-ce qu'on retrouve le même esprit chez les Celtes ? Disons que bon, c'est une question très intéressante parce que quand on étudie cette tombe, et vous avez bien saisi que c'est en cours, on sent qu'il y a une cohésion sémiologique très forte entre certains motifs. Alors Bastien, vous avez évoqué la cohésion Dionysos Zagreus, le serpent cornu, et il y en a un troisième, Achélos, oui, excusez-moi, j'étais en train de chercher le troisième, Achélos. Donc on sent qu'il y a des raccords au niveau de ces personnages. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie construction, il y a quelque chose qui est signifiante, qui doit être dite dans cette tombe. Donc ça, c'est tout notre travail aussi, d'essayer de saisir quel est le discours qu'on veut donner. Et aussi au niveau des motifs celtiques, clairement, vous voyez, c'est extrêmement schématisé. On n'est pas en capacité de dire, ça, ce motif, il veut dire ceci. Mais pour l'époque, ils étaient signifiants. Signifiant quoi ? Bonne question. Je ne sais pas si un jour on sera en capacité de dire quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on perçoit extrêmement bien dans cette tombe de Lavaux. Et vous avez vu, il y a des récurrences qui sont quand même assez troublantes. Sur le bracelet, les protomées de canard qu'on retrouve sur la cuillère, qui est un objet exogène. Donc on voit que même si on a des pièces qui viennent de très très loin, la personne qui a rassemblé pour le défunt, ou le défunt lui-même qui a préparé ses funérailles, avant de décéder, il voulait dire quelque chose. Donc il y a ces raccords-là. Il y a le raccord aussi au niveau des animaux fantastiques ailés qu'on retrouve sur la fibule, sur le torque. Donc oui, on voit bien, c'est évident qu'il y a un discours. Et c'est la première tombe dans laquelle on arrive vraiment à voir ça. Mais après, c'est un peu à ça que je pensais. Au niveau des torques, si je ne m'abuse, à Vix, c'est un cheval. Oui. Et là, Pégase, on a un animal ailé un peu fantastique. Est-ce que ce rapport-là, c'est visible au niveau du cou ? Alors, dans l'art celtique, il y a cette difficulté, c'est que c'est un art qui n'est pas visible, qui est visible au niveau du porteur. Donc, il y a un côté symbolique caché toujours dans cet art celtique. Vous voyez, par exemple, même de manière plus récente, je ne sais pas si ça vous parle, les fourreaux d'épée celtiques, qui sont du 4e, 3e siècle, qui sont souvent décorés de petits griffons. C'est dans la continuité de cet art celtique naissant. Ces griffons, c'est juste des incisions sur la tôle en fer et ils ne sont pas visibles. Si j'en portais un, là, vous ne le percevriez à peine. Donc, c'est des motifs peut-être protecteurs, apotropaïques, je vais y arriver, ou religieux, aucune idée. Mais ils ont une vraie valeur, et au moins pour le porteur. Merci.